J'ai fait classe avec l'union des petites filles du général. Donc, je suis très enfant, je n'ai pas grande information. Bon, c'est pour vous dire que euh, le général Mathieu Kérékou avait quelque chose qui le caractérisait. C'est quelqu'un qui vivait dans son monde à lui. Il avait son idéal et, et qui faisait que... il avait coutume de dire, quand vous êtes en privé avec lui, à chaque fois qu'il doit agir, il dit, et ceux qui n'ont pas accès à moi, ils devraient avoir les mêmes chances que vous qui avez accès à moi. C'est pour ça que lorsque vous initiez quelque chose et que les gens commencent à s'en prendre à vous, il ne va pas sortir pour dire je le défends. Non. Alors, tel enseigne que les juges, au temps du président Mathieu Kérékou, ils connaissaient cette faiblesse. Parce que c'est une faiblesse, en fait. Ils connaissaient cette faiblesse, ils prenaient de l'argent, ils rendaient des décisions, même contre le gouvernement. L'une des premières, je connais une décision qui a été une des décisions scandaleuses, qui a été rendue contre le premier régime, le régime Kérékou II. Dès quand Kérékou est arrivé au pouvoir en 1996, est rentré dans un bras de fer avec Patrice Talon. Patrice Talon et la Sonapra sont rentrés dans un conflit, sont allés au tribunal. Il a perdu un procès. La décision de la Cour suprême a été rattrapée au secrétariat à l'enregistrement. Ils l'ont déchiré. Le président de la Cour suprême a déchiré la décision, a repris un jugement qui a condamné l'État béninois à payer 5 milliards de francs CFA et qui a forcé le gouvernement Kérékou a signé un protocole d'accord qui a enrichi Patrice Talon de près de 40 milliards. En privé, il dit oui, ils sont tous corrompus, mais si je me lève maintenant, on dira que je suis revenu avec la dictature. De peur qu'on le qualifie de revenir avec la dictature, il a choisi de laisser les cadres faire ce qu'ils voulaient. Ils ont fait de la conférence nationale l'interprétation qu'ils en ont voulu, c'est ce qui nous a conduit là où nous sommes aujourd'hui. Je peux reprocher ça au général Kérékou. N'avoir pas eu la force c'est-à-dire que le candidaton a dominé son comportement. Parce que sous le général, il y a eu, pour moi, ma seule personne, il y a eu plus d'une douzaine de projets qui ont été sabotés. Et tout ça a été fait contre lui, pas seulement contre ma personne, mais contre sa politique, parce que s'il réussissait tout ça là, imaginez que sous le général Kérékou, on avait déjà une raffinerie qui est plus forte. À l'époque, moi, en 2001, quand je parlais de raffinerie de pétrole, je n'avais pas entendu de parler de Dangote au Nigeria. Personne n'entendait parler de Dangote au Nigeria. On peut être un pays sans être un pays pétrolier et avoir, vous savez, je vais vous donner un exemple sûr. Quand je marche sur l'exemple aussi, je me cultive, je fais de la recherche, je regarde dans l'histoire ce qui s'est passé dans l'histoire pour bien comprendre le présent et avoir une projection sur le futur. Il y a un homme aux États-Unis qu'on appelait Rockefeller. Il est né dans les années 1800, donc vers la fin du XVIIIe siècle. Avant qu'on ne parle de la ruée vers l'or noir, l'époque de la ruée vers l'or noir, la découverte des puits de pétrole aux États-Unis. Donc, quand tout le monde achetait des puits de pétrole partout, à Cleveland, en Pennsylvanie, lui, il a observé la situation et il s'est dit, s'ils sont tous en train de chercher des puits de pétrole, ça veut dire qu'ils vont avoir des besoins en commun. Et il n'avait pas tort. Quels sont ces besoins en commun? Les services pour faire tourner leur puits de pétrole. S'il trouve le brut, il faut qu'il raffine le brut. Il a acheté une raffinerie.
Pour pouvoir stocker le pétrole, ils ont besoin de barils de pétrole. Pour faire les barils de pétrole, c'est les barils de pétrole qu'on se faisait en bois. Il a acheté les forêts qui fournissent les bois. Il a acheté les scieries. Il allait signer un accord avec la société des chemins de fer. Parce que s'ils produisent le pétrole, ils vont transporter le pétrole. Il s'est positionné à des carrefours pour qu'à chaque fois, au passage, ses concurrents lui payent quelque chose. C'est comme ça qu'il est arrivé à dominer le marché. Il a créé ce qu'on appelait le système de contrôle capitaliste. C'est Rockefeller qui l'a créé. Et ce système de contrôle aujourd'hui continue est toujours en vigueur jusqu'à aujourd'hui. Malgré qu'il ait violé la loi antitrust, il a fait l'objet de procès. On a démantelé comment on appelle, son empire qu'il a créé. Il avait créé une grosse société qu'on appelle Standard Oil, qui était partout, qui avait le monopole. La justice l'a démantelé. C'est pour vous dire quoi? Que c'est dit que l'économie est toujours au cœur de toutes sortes d'idéologies. Aucune idéologie n'est valable sans économie. Et aucune économie ne peut être économie si elle ne transforme pas. C'est parce que les États-Unis ont tourné dos à cette logique-là depuis les 35 dernières années aujourd'hui qu'ils se retrouvent en difficulté face à la Chine. Et si Kérékou avait voulu vraiment mettre l'accent sur le développement économique, il aurait fallu qu'il défende vraiment sa logique et qu'il défende les projets. Il n'a pas fait ça. Maintenant, on sait que moi j'avais accès au général Mathieu Kérékou. Mais je n'allais jamais le voir pour lui poser mes problèmes personnels. C'est bizarre, c'est paradoxe. On ne peut pas me croire, mais je n'allais jamais le voir pour lui poser mes problèmes personnels. À l'époque, il n'y avait pas Internet, mais il y avait les journaux qui étaient payés. Les Patrice Talon, on a acheté les journaux, ils écrivent votre nom. Je me rappelle qu'il y avait un monsieur qui écrivait mon nom tous les jours. J'étais à la une de tous ces journaux. Mais c'est un monsieur que je n'ai jamais vu. Et puis un jour, j'étais sur les Champs-Élysées avec un ami qui le connaissait, et on l'a croisé sur les champs. Il était dans un café quand on est venu. Puis mon ami, il passait, mon ami l'a appelé, il nous a rejoints dans le café. Et il me l'a présenté. C'est un monsieur qui s'appelait Routoji. Il travaillait vous vous rappelez de la LCD, Frédéric LC2, oui. Frédéric Routoji, celui qui était célèbre, faisait les revues de presse. Et il faisait les revues de presse et puis mon nom était partout. Martin Rodriguez, vous allez avoir l'impression que j'avais un fusil qui braquait les sociétés d'État, que je volais l'argent public, que je prenais tout autre. Là. Quand le général Mathieu Kérékou entend Martin Rodriguez protégé par le général, que c'est encore le système du PRPB qui revient, le général il paniquait, lui. Et ça fonctionnait très bien. C'est comme ça qu'ils arrivaient à détruire nos affaires. Mais ce monsieur-là, la première fois que je l'ai croisé, c'était sur les Champs-Élysées. Et puis je lui ai demandé, je dis, monsieur, c'est vous, monsieur Routoji? Il dit oui. Je dis, vous me connaissiez? Il dit, non, je n'ai pas besoin de vous connaître. Je dis, mais pourquoi vous êtes aussi acharné à crier mon nom? Il me dit, mais soyez franc, vous aussi. Martin Rodriguez, c'est un joli nom et ça fait vendre. Je dis, mais et comme ça, il m'a expliqué. Il m'a dit, oui, ça fait vendre. J'ai dit, bon, donc vous vendez des papiers, vous détruisez la vie des autres, et vous êtes content. Mais vous savez qu'aujourd'hui, là, personne ne peut être. Si quelqu'un s'attaque au régime de Patrice Talon de cette façon, mais la personne fera la prison, ses enfants feront la prison, ses chiens feront la prison. C'est vrai ou faux? Nous avons vu, comment il s'appelle, Sosoupé, une communauté Sosoupé qui n'a même pas fait
même le 10e de ce que vous êtes en train de dire là, mais Nous avons vécu ça, monsieur Esquel. Nous avons vécu ça, monsieur le Russe. Nous avons vécu ça. Ce que nous avons, combien de sociétés, combien de projets, combien de milliards d'investissements on a amenés qui ont été tués dans l'œuvre. Pour avoir le contrôle de l'autre. C'est la bagarre que Patrice Talon a menée pour arriver là où il est arrivé. Il n'a pas mené ça quand il est devenu président en 2016. Hein. Beaucoup de gens pensent que c'est en 2016. Il y a beaucoup de gens qui ne le connaissaient pas, qui l'ont découvert quand il est devenu président. Nous, on l'a vécu, on l'a combattu pendant des dizaines d'années avant ça. Mais M. Martin Rodriguez, ce que vous dites revient à la conclusion de ce que peut-être que le président Mathieu Kérékou aussi a gouverné avec un peu de légèreté, s'il peut permettre à ça. Parce que là, ça sort du cadre légal si les gens doivent diffamer les gens sans être inquiétés, ou bien que les gens doivent même prendre des décisions totalement absurdes contre l'État, par corruption, sans que le général ne réagisse sous prétexte qu'il a peur. Vous savez, je vais vous donner une information. Oui. C'est tellement... Ceux qui ont fait ça pendant, comment on appelle, la période de 1990 jusqu'à 2016, c'est eux qui ont pris le pouvoir en 2016. Et vous savez ce qu'ils ont fait d'entrée de jeu? Patrice Talon a pris immédiatement une résolution. Non, ce n'est pas seulement supprimer les droits de grève. D'abord, il utilisait la grève pour déstabiliser les régimes. Quand il est arrivé, il sait très bien tout ce qu'il a fait pour déstabiliser les autres. Les portes qu'il a utilisées pour arriver là où il est arrivé, il les a tous fermées. Mais il y a un élément qu'il a fait. Vous savez, est-ce que vous avez remarqué que depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, aucun juge ne peut condamner l'État béninois? Une décision a été prise par rapport à ça. J'ai vu la loi ici l'autre fois. La loi existe. Si un juge prend, si même l'État a tort, si Patrice Talon prend quelque chose qui vous appartient aujourd'hui par la force, vous n'avez aucun recours pour aller devant même un tribunal ordinaire pour aller condamner l'État béninois, tant que lui, il est président de la République. Le juge qui va faire ça, il est en prison lui-même. Mais c'est ce que je disais là, le samedi passé, l'autre me disait qu'il a utilisé l'arrêt Branco en 2019 pour gagner un procès contre l'État. Exactement, il parlait de la responsabilité administrative de l'État. Et bien, la façon dont il le disait, c'était clair, c'est que même quand l'État a tort, on va toujours chercher quelque chose juste pour vous coller, juste pour que vous ne puissiez pas poursuivre l'État en retour, en fait. Mais, Madame Georgia, oui. Madame Georgia, est-ce que vous avez remarqué qu'ils ont instauré dans la nouvelle, soit ce qu'ils ont appelé nouvelle constitution, que les biens immobiliers ne peuvent plus faire l'objet d'expropriation par l'État? Les décisions qui ont été prises sur le plan administratif et sur le plan judiciaire ne peuvent pas être mises en cause. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il a arraché beaucoup de biens qui ne sont pas à lui. Et il pense aujourd'hui qu'il faut mettre ça dans la Constitution pour pouvoir jouir de ça à vie, pour lui et puis pour sa progéniture. Ils ont utilisé, mais moi je me rappelle, vous vous rappelez de Mercredi Rouge, non? Les Mercredis Rouges. J'ai fait Mercredi Rouge aussi. C'est avec les syndicalistes. C'est Mercredi Rouge là que j'ai même posté sur mon WhatsApp aujourd'hui avec, je pense bien, Eco Essai et l'autre là qui faisait surtout parler là, j'ai oublié son nom. Ils sont trois que j'ai posté sur mon WhatsApp aujourd'hui. Je demandais, ils sont où aujourd'hui encore quoi? C'est les gars les dirigeants syndicaux étaient dans la logique. Et Pascal Todino. Et tous ils étaient avec Patrice Talon. Quand il a fini, dès qu'il est venu au pouvoir, il les a éliminés chacun, un après l'autre. Il les a renvoyés de la tête de leurs organisations. Certains sont déjà morts parmi eux. Je connais au moins 2 qui sont déjà morts. Monsieur Madame Rodriguez, excusez-moi, hein. Vous êtes aussi quand même un des fils de ce pays. Comment vous avez aussi les moyens en son temps, vous avez les moyens financiers, toutes les relations. Comment vous avez laissé quand même
ce gang-là grandit dans notre pays, cette gangrène, c'est-à-dire, vous auriez quand même aussi mettre en place un dispositif personnel en tant que fils du pays pour contrer quand même cette dérive. J'ai constaté que vous êtes beaucoup plus resté trop dans l'éthique et vous avez laissé quelqu'un qui a exploité vos faiblesses parce que vous étiez, vous tous, avec le général Maté et autres, vous étiez beaucoup plus attachés à certaines éthiques, à la morale, mais pendant ce temps, cette personne a exploité vos faiblesses pour s'imposer aujourd'hui. Est-ce que vous ne regrettez pas de n'avoir pas aussi mis en place un dispositif pendant que vous aviez les moyens? Parce que, entre-temps, nous, on n'entendait pas Patrice Talon. C'était vous, le Agbono du Bénin. On attendait Martin Rodriguez tout le temps. Patrice Talon n'existait presque pas. Et vous n'avez pas le sentiment aussi d'avoir quand même failli à votre mission à un moment donné? Vous avez posé une question pertinente. Je vais vous dire, je vais vous donner une réponse qui ne peut peut-être pas vous plaire. Moi, je ne suis pas intéressé de gagner tout l'or du monde et laisser mon âme. En dépit de tout ce que j'ai vécu, en dépit de tout ce qu'ils ont pu faire contre moi, je vais vous étonner encore une fois, je n'ai jamais pris un comprimé de somnifère pour dormir. Je n'envie pas, je ne regrette pas, je n'envie pas la position de Patrice Talon, je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, vous voyez aujourd'hui où est-ce que ça l'a amené? Vous savez combien de morts il a sur sa conscience? Vous savez quelle quantité de sang il a sur ses mains? Ses meilleurs amis sont en prison pour 20 ans, pour 10 ans, des gens qui lui ont rendu service. Si conscience il en a. C'est cette vie-là, ça ne m'intéresse pas. Ça dit que je ne pense pas que j'ai fait preuve de légèreté, mais je pense que j'ai été quelque part naïf. Mais je ne regrette pas, parce que vous ne pouvez pas être à la fois, comment on appelle, quelqu'un de foncièrement honnête et tremper dans la pègre. Parce que je vous disais tout à l'heure que le régime de Patrice Talon, c'est un régime kakistocrate. Ce n'est pas moi qui invente le mot. C'est le même système de gestion qu'utilise la mafia. Ils sont tués. Ils ont du sang sur les mains. Je ne regrette pas de n'avoir pas été. Je suis content de n'avoir pas été dans ça. Je ne veux pas avoir du sang sur les mains. Ça ne m'intéresse pas. Pour vivre combien d'années? Combien de vies nous avons? Nous n'avons pas plus d'une vie. Monsieur le sénateur, allez-y, vous voulez dire quelque chose? Allô? Il a disparu, le monsieur? C'est M. Esquel qui avait ouvert. Oui, je suis là. Vous me recevez, s'il vous plaît. Oui, maintenant, oui, vous aviez fermé votre micro avant. Ok, merci beaucoup. Je disais que la question que M. Loris a posée rejoignait ma question que j'ai formulée, comme j'avais fait beaucoup de questions. Il disait que vous avez été juste, quoi. Moi, je pense que vous avez été juste à l'essai, et même là, même, je pense dans le livre des Proverbes, la Bible dit ne soyez pas juste à l'essai. Ce n'est pas que vous devriez rejoindre le même clan, mais vous devriez organiser un camp plus important du bien pour combattre le mal, en fait. Et c'est à ce moment-là que vous n'avez, j'ai l'impression, ou Loris et moi avions l'impression que vous n'avez pas fait ce combat. Donc, c'est de ça qu'il s'agit, en fait. Vous savez... Non, mais essayez aussi de comprendre le président et Patrice Rodriguez. C'est parce qu'il allait à l'école du général Kirikou. Donc, l'intégrité, c'est justement cette école que nous sommes en train de critiquer. Ce sont les faiblesses de cette école, en réalité. Non, mais ce n'est pas une faiblesse. Non, il faudrait... Écoutez, nous sommes... Le thème du live, c'est l'héritage saccagé. Et qu'est-ce qui a fait aujourd'hui que cet héritage a été saccagé? C'est ça. Oui, mais c'est parce qu'on a abandonné l'école du général Kirikou. Non, l'école du général Kirikou, c'est après Kirikou qu'on a mis la conférence. Et Kirikou est resté quand même
Et Kérékois, M. Martin Rodriguez a bien dit, c'est vrai que Kérékois a beaucoup d'atouts, mais Kérékois a aussi des faiblesses. Et ce sont les faiblesses de Kérékou que certaines personnes ont exploitées pour nous amener là où nous sommes. Et nous, en tant que nouvelle génération, on doit s'inspirer des forces et faiblesses qui nous ont conduits à ce niveau, afin aujourd'hui de voir dans les... M. Martin Rodriguez aurait dû faire certaines choses. Il n'est pas parfait, c'est certainement qu'il n'a pas peut-être vu. C'est aujourd'hui avec le recul qu'il peut dire, ah, j'aurais dû quand même mettre en place une organisation, une presse quand même libre pour contrer les presses corrompues, une justice, avoir aussi des juges que je contrôle pour combattre les juges corrompus, maîtriser quand même le guide pour garantir quand même un avenir meilleur à la nouvelle génération, pour protéger cet héritage. Monsieur le Russe, oui. Ce que vous dites, vous n'avez pas tort. Ce que M. Esquel dit, il n'a pas tort. Monsieur le destin, ce qu'il dit, il n'a pas tort. Je ne dis pas ça pour mettre tout le monde d'accord. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez, il y a la méthode Patrice Talon. C'est une méthode, c'est un système qui a été mis en place dès l'entrée du régime du renouveau démocratique. Et vous allez constater, il y a une constance. À chaque étape, il a des alliés. Quand il finit cette étape, il liquide ses alliés, il passe à l'étape suivante. Il cherche de nouveaux alliés. Il se compose avec eux, quand il finit avec eux, il est liquide. Il va à une autre étape. Je m'explique. Il n'aurait pas été milliardaire sans la famille Soglo, sans le régime Soglo. Vous me suivez? Oui, 5 sur 5. À l'époque, journalistes de la presse écrite, privée, publique, tout était acheté. S'il vous plaît, vous pouvez répéter, il n'aurait pas été milliardaire sans la famille Soglo? Non, il ne peut pas. Parce que la première fois, la première étape, le premier décret qui a permis à Patrice Talon de devenir milliardaire, c'est 3 usines appartenant à la Sonapra, que la Sonapra a achetées, financées et construites. Ce sont des usines, 3 usines. Je crois que c'est à Vobana, Kandi, je crois qu'il y a une 3e usine, Boycon, un truc comme ça. 3 usines du coton, en tout cas. La Sonapra avait construit ces usines et le régime Soglo a décidé de privatiser les 3 usines. Et par décret, on a remis les 3 usines à Patrice Talon. Sans argent, on lui a donné 3 usines appartenant à l'État béninois. Bon Dieu seul sait s'il n'a jamais payé ça. Mais si vous êtes Madame Georgia, ou Monsieur le Russe, ou Monsieur Esquel, si par décret, quelqu'un demain matin vous donne 3 usines qui valent plusieurs dizaines de milliards chacune, si vous terminez une première campagne, vous êtes déjà milliardaire en dizaines. Est-ce que vous me suivez? Donc, ça veut dire qu'il a été décrété milliardaire. Un décret, ce n'est pas décret qu'il est devenu milliardaire. Comme le dit le professeur Franklin Nyamessi, un milliardaire administratif. Et puis, une chose, c'est un dossier qui existe. Donc, le président Soglo, attendez, le président Soglo était complice ou quoi? Écoutez, c'était son beau-frère, qui était le beau-frère du président Soglo, qui était ministre de la Défense à l'époque, qui prenait toutes les décisions, en fait, pour le président Soglo, qui était lui plutôt dans les grandes théories de développement, de géopolitique et tout ça là. C'était avec un autre ministre qu'on appelait à l'époque Adamou Ndiaye, ministre de l'Agriculture. Donc, il était ministre du Développement rural, on appelait ça à l'époque. Oui, il est de Kandi. Il est de Kandi. C'est eux qui ont procédé à ce pillage-là. Et en plus de ça, on lui a commencé à lui donner le monopole sur l'importation et la distribution des intrants agricoles. De là, il a fini
par tuer la Sonapra. Il a racheté les 10 usines de la Sonapra, c'est sous Yaïboni. Il a mis la Sonapra en difficulté, en fuite. Il a pris les actifs rentables. Il a laissé les employés et puis tout le reste. Aujourd'hui, toute l'infrastructure, les magasins, les usines, tout ce qu'il y a comme actifs qui rapportent de l'argent sont aujourd'hui la propriété de Patrice Talon au terme de ce processus-là. C'est un processus qui a duré sur 30 ans. Patrice Talon est devenu milliardaire par décret. Et en 2001, quand Kérékou a voulu lancer des audits sur ce dossier, sur déjà les 3 premières usines, il a causé un préjudice de 200 milliards à l'État béninois. C'est là où on voulait l'arrêter. La première fois, il a escaladé le mur et est parti. C'est pourquoi quand je parlais de la petite Florence la dernière fois, j'ai dit la Florence, là, je m'excuse, elle a plus de couilles que Patrice. Elle a attendu pour affronter ses détracteurs. Patrice Talon n'a jamais attendu la justice. Quand il allait prendre, il a dit qu'il a écouté sa femme. Hein. Comment? Il a dit qu'il a écouté sa femme. C'est sa femme qui lui a dit. Non, la première fois, là. Il a fait le mur. Non. Ça, c'était sous Kérékou en 2000. Ça, c'est sous Yahi, là. C'est sous Yahi, il a écouté sa femme. C'est sous Yahi qu'il a dit qu'il a écouté sa femme. Mais s'il n'a pas écouté sa femme, c'est moi qui vais écouter. S'il m'écoute, il est en prison. Ça dit que des lâches, des escrocs, des criminels organisés qui ont pris possession de notre pays. Et c'est eux qui gèrent le pays jusqu'à aujourd'hui. C'est le système kakisocrate. C'est la gestion par la médiocrité, le nivellement vers le bas. Quand vous avez des parvenus qui vous disent qu'un système démocratique est un système aristocrate, ceux qui ont inventé le certificat de conformité, ils ont tout inventé pour tuer les résultats de la conférence nationale. Vous avez vu, donnez-moi un exemple d'un Sénat dans un pays, dans le monde entier, qui a un Sénat composé des hommes pas élus. Quelqu'un connaît? Au moins, on fait semblant d'avoir élire des sénateurs. On peut élire au moins des sénateurs, on peut faire semblant de faire une élection. Je crois que le président a donné l'exemple du Canada où les sénateurs ne sont pas élus. Qui a dit ça? Le président, je crois, lui. Non, non, non. Je vous dis que c'est de l'illettrisme. C'est de l'illettrisme. C'est-à-dire que je suis d'accord avec vous. C'est pourquoi je dis que chacun de vous dit une part de vérité dans cette histoire. C'est vrai que si nous avons choisi, si on a choisi, on ne peut pas choisir. Je ne veux pas renoncer à qui je suis, juste pour des questions d'argent. C'est-à-dire que si vous voulez, la vie c'est faite de gains, de pertes, de challenges, de défis que vous devez relever. Mais je ne veux pas aller me salir les mains avec du sang et tuer des individus, des innocents, les accuser de tous les noms, aller mettre de la drogue dans le conteneur de celui-là, pour l'accuser de telle chose, ramasser ses biens, détruire tous ses emplois, ses entreprises et autres là. Vous voulez que je descende dans ce caniveau-là? Je ne peux pas faire ça. Je suis peut-être un homme faible, mais je ne pense pas que je suis faible. Pour moi, c'est plutôt la force de résister à ça. Puisque tout le monde serait tenté. Tout le monde serait tenté. Vous avez vraiment raison, hein, Monsieur Rodriguez. Tout le monde serait tenté. Et bien sûr. C'est pourquoi moi, j'admire toujours votre ligne de conduite. Parce que, comme je le dis souvent, sur la toile, chacun doit choisir son camp. Le bon ou le mauvais. Et là où vous n'avez pas approfondi, pour que beaucoup le comprennent, dans cette stratégie de notre
actuel président, à chaque palier, dès qu'il arrive à ses fins, il élimine. On a vu Soglo qui l'a rendu milliardaire. Aujourd'hui, il y a dit Soglo, il est où? Kani Soglo, il est où? Le pas Soglo est devenu... J'ai déjà expliqué plus d'une fois que Patrice Talon n'aime pas les témoins. Voilà. Après, tous ceux qui ont composé avec lui, qui ont fait des affaires avec lui pour l'aider à une étape donnée, il finit toujours par les éliminer. Vous vous rappelez que j'ai dit, quand il a annoncé la candidature de Wadaï, j'ai dit que Wadaï était en danger. Donc bientôt le tour de Wadaï est de Diogounou alors. Je ne serais pas étonné. Ah, parce que sur le deuxième palier, n'oubliez pas les Olivier Bokor. N'oubliez pas. Mais je dis, je ne serai pas. Écoutez, je vais vous. À Gabon, j'ai passé des heures et des heures à discuter avec lui, à le supplier pour lui dire ne fais pas ce que tu veux faire. Si tu soutiens ce type, il va te détruire, il va me détruire, il va détruire tout le monde. On a passé des heures à discuter. J'ai quitté New York pour venir m'asseoir à mon hôtel à Cotonou. J'ai fait une conférence de presse. Allez-y sur Internet, tapez la vidéo qui va détruire, qui va faire tomber Patrice Talon. J'ai suivi votre conférence. J'ai fait cette conférence de presse. J'ai fait 3 heures de débat. J'ai fait 3 heures de débat en tête à tête avec Adjamon. Je l'ai supplié. Quand je l'ai accompagné dans sa voiture, je suis assis dans sa voiture. On est assis sur le parking de voiture devant mon hôtel. Il voulait démarrer. Je l'ai supplié la dernière fois. Là où on s'est séparés, et puis je lui ai dit, bon, ok, comme tu veux, le sort, on est soumis au sort. Notre destin se trouve dans les mains de... Notre destin se trouve dans... Qu'advienne que pourra. L'ironie du sort. Vous savez que c'est au même endroit qu'on l'a arrêté physiquement, quand ils sont venus l'arrêter. Lorsqu'ils ont déposé de la drogue dans ses conteneurs et qu'il a réagi, il a fait une conférence de presse, il sortait de l'hôtel Sheraton. C'est le parking là où lui et moi on s'est séparés là. C'est sur ce parking qu'on l'a arrêté. S'il vous plaît, pour nous, notre génération, si vous avez un conseil à nous donner, pour ne pas avoir un Patrice Talon dans 20 ans, dans 25 ans, voire même dans 30 ans, qu'est-ce que vous allez nous prodiguer comme conseil? Quelles sont les veilles citoyennes que vous allez nous appeler à avoir? Quelles sont les astuces? Peut-être que vous ne vous rendez pas compte, mais vous êtes déjà en train de faire le travail qui est nécessaire. Parce que le travail qui est nécessaire, ce n'est pas des fusils, ce n'est pas des grenades, ce n'est pas des missiles. C'est des personnes. Oui, il y a monsieur Esquel. Quand je lui parlais tout à l'heure, il dit non, que lui, il a l'âge de mes enfants. C'est agréable de voir la nouvelle génération montante qui pose les bonnes questions. Vous savez que la première arme d'un individu, c'est son état d'esprit. Si les gens se font acheter aussi facilement dans nos systèmes, je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'institutions fortes. La faiblesse des institutions, ça passe par la faiblesse de l'état d'esprit des individus qui composent ces institutions. Donc, un pays ne peut jamais ne peut jamais disparaître à jamais. Le Bénin est éternel, le Bénin va se redresser le jour que le Bénin va avoir à sa tête un dirigeant capable. Quelqu'un qui a de la vision, quelqu'un qui a les tripes, quelqu'un qui peut avoir le génie. Bon, j'ai entendu des fois les gars me dire, oh, mais
Il critique Patrice Talon parce que, bon, il dit ça derrière moi, il critique Patrice Talon parce qu'il est jaloux de lui. Bon, il aurait voulu être à sa place. Moi, je n'aurais pas voulu être à sa place parce que je n'aurais jamais voulu avoir du sang sur les mains. Je suis fier de ce que je suis. Je dors tranquillement. Je ne sais pas si vous me donnez toute la fortune de Elon Musk, ça ne va pas approfondir mon sommeil plus que ce que je ne dors déjà. Je ne peux pas manger plus d'un repas par jour. Je mange une fois par jour. Je ne bois pas d'alcool. Je ne sais pas de quoi j'ai besoin pour être un homme heureux. Donc, je n'ai rien à me... Mais je pense que le pays a encore besoin des gens qui ont de l'ambition pour lui. L'Afrique entière en a besoin. Regardez ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Aux États-Unis, nous avons une nouvelle atmosphère qui est née depuis l'avènement de Barack Obama au pouvoir. Les suprémacistes blancs se sont levés. Ils ne veulent plus voir les étrangers, ne veulent plus voir les Espagnols, ne veulent plus voir les Spanish. Ils veulent une Amérique blanche. Ils poussent même l'Europe à faire la même chose. Je ne sais pas si quelqu'un parmi vous a écouté et étudié le dernier discours de Marco Rubio la dernière fois à Munich, lorsqu'il est parti à la conférence de Munich. Et quelqu'un a étudié ce discours-là, par exemple, qu'il a analysé? J'ai écouté, mais je ne l'ai pas étudié. Bon. Écoutez, en résumé, il expliquait aux Européens qu'ils ne doivent pas avoir honte de leur passé colonial, qu'ils ne doivent pas avoir honte de leur comportement impérialiste. Donc, c'est un peu comme si eux leur demandent retournez, allez-y coloniser l'Afrique. Donc, c'est à nous, les Africains, de prendre conscience. Et ce que vous faites tous les jours, là, ce n'est pas un travail gratuit. C'est la sensibilisation que vous faites. Quand on parle d'instruction, on parle de formation, on parle d'éducation, mais c'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi est-ce que les Européens, les Occidentaux n'ont pas réussi à terrasser les Asiatiques? Parce qu'ils sont solides, ils ont une culture, ils ont une éducation, ils ont une formation, ils ont un état d'esprit millénaire. Nous sommes trop fragiles en Afrique. On doit relever notre niveau de conscience collectif, individuel et collectif. Donc c'est à partir de là que nous pouvons élaborer c'est-à-dire que nous pouvons élaborer des plans solides pour pouvoir nous redresser. Monsieur Martin Rodriguez. Les amis, Oui. Juste un instant. J'ai une question pour Monsieur Rodriguez, une question difficile. Vous savez, moi aussi, je suis en Amérique du Nord, ça fait une vingtaine d'années. J'ai fait avant l'Europe, l'Europe aussi. Mais je sais que quand les gens vont investir, la plupart du temps, ce n'est pas de l'argent personnel. Ils vont emprunter, ils vont lever des fonds auprès des banques ou des institutions bancaires. Mais vous avez perdu des milliards au Bénin. Comment vous avez géré ça? Est-ce que c'était à l'origine votre fortune personnelle ou des emprunts que vous avez pris auprès des banques et comment vous avez géré ces pertes-là? Ok. Je vais vous dire, la vraie, comment on appelle, la vraie fortune, ce n'est pas combien d'argent vous avez dans la poche. C'est combien vous êtes capable de générer dans n'importe quelle position, que ce soit les positions les plus faciles ou les plus difficiles. Et ce que je veux vous dire, c'est pas un truc que vous allez lire dans les livres. Vous n'allez pas lire ça dans les livres. Je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé, j'ai plusieurs exemples, je prends un comme ça au hasard. Je vous ai parlé de quand je faisais mon complexe agro-industriel et que j'avais dessiné un projet qui valait 40 milliards. Mais je n'avais pas les 40 milliards dans la poche. Je n'avais même pas 1 milliard dans la poche. Mais j'avais quelque chose que tous les milliardaires cherchaient. J'avais quelque chose que tous les banquiers cherchaient. J'avais quelque chose que toute personne qui avait
l'ambition de devenir plus riche à partir déjà de l'argent qu'il possède, cher. Monsieur Jules, je vendais un rêve. Je vendais un projet génial. Je leur expliquais sur un papier que j'ai démontré de A à Z que si vous mettez $1 ici, vous allez en gagner 3 ou 4, 5. C'est vrai, c'est pas faux. Mais ça vaut plus que le capital. Ça vaut plus qu'un prêt en banque. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Est-ce que vous m'avez compris? Oui, bien sûr, oui. C'est plus que la banque, c'est plus que... Quand vous prenez... Je vais vous poser une question. À la réponse de cette question, on va vous donner à vous-même la réponse. Il y a quelque chose de commun entre un riche, un pauvre, un blanc, un noir, un jaune et tout, en matière d'investissement. Dites-moi ce que c'est. Tout le monde veut gagner de l'argent. C'est tellement simple. Celui qui a $1, il a la même chose que Elon Musk qui a déjà 300 milliards ou 400 milliards de dollars. Chacun d'eux veut multiplier ça. Ils n'attendent que l'opportunité. Donc, si moi, je n'ai pas l'argent, je me donne le devoir de lui donner le génie pour lui permettre de me mettre son argent dans les mains pour que j'aille investir ça. Je peux enseigner ça pendant des heures. Je n'ai pas besoin d'un papier. Je l'ai vécu, je l'ai inventé, je l'ai cultivé. C'est mon quotidien. Je n'ai pas... Je vous donne une histoire. C'est l'histoire d'un professeur qui donne des cours de scénario dans une université à Los Angeles pour les étudiants qui font du cinéma. Il donne des cours à des scénaristes pour qu'ils écrivent des scripts. Et certains étudiants, quand ils écrivent, à un moment donné, ils ralentissent parce qu'ils se disent « Ah non, ce que je suis en train de dire, hein, ce que je suis en train d'écrire, ça risque de coûter trop cher. » Et le professeur leur dit ceci. Ce n'est pas votre rôle. Combien ça va coûter, ce n'est pas votre rôle. Vous devez écrire le meilleur des scénarios. Comment ça va se financer? Ça, c'est une autre étape. Ça appartient à d'autres spécialistes. Est-ce que j'ai répondu à votre question, M. Jossou? Oui, bien sûr, oui. Si vous présentez le bon scénario, il y a toujours quelqu'un qui va mettre son argent. Non, monsieur Rodriguez. Bonjour, Monsieur Rodriguez. Oui, quand vous présentez le bon scénario, bien. Oui, je vais vous laisser parler juste un instant. Les banques vont mettre de l'argent. Mais après, si la banque met son argent et ça ne rapporte pas, c'est-à-dire l'argent est perdu, comment on gère ça après? C'est ça, au fait, je voulais savoir. À force d'avoir eu tellement de problèmes, j'ai cultivé aussi beaucoup de l'expérience et nous avons des outils aujourd'hui pour protéger l'investissement. Nous avons des assurances qui sécurisent l'investissement. Par exemple, aujourd'hui, là où je suis assis tout de suite, je travaille sur des projets qui sont des projets fous, qui valent des grosses sommes d'argent. Ce n'est pas parce que j'ai ça dans la poche personnellement, mais j'ai la capacité, je suis un ingénieur en fait, dans la structuration du financement. Et quand j'agence, je fais ça comme des puzzles.
je mets ça ensemble, et une fois que j'ai fini, je convoque des rencontres avec ceux-là qui peuvent mettre la main dans la poche. Je leur dis, voilà, ici, il y a un projet. Il y a cette opportunité. Les premières questions qu'ils vont vous poser, et si ça tourne mal, et c'est là où vous avez la réponse à côté pour dire, bon, autour de la table, j'ai 2, 3 maisons d'assurance. Leur rôle, c'est d'assurer l'investissement. Et pour assurer l'investissement, nous avons aujourd'hui des outils, nous avons des sociétés qui sont spécialisées dans ce que nous appelons le assessment risk. OK? Vous avez un projet dans un pays alpha. Vous allez envoyer ces spécialistes, ils vont aller faire des études, ils vont évaluer tous les risques possibles, et imaginables et inimaginables. Et viennent et ils vous font la liste de ça. Ils sont payés pour ce travail, déjà en amont. Donc, vous souscrivez à ces assurances-là. Quand vous mettez l'argent et puis il y a un problème, vous tournez à l'assurance, on vous donne un chèque, et puis c'est à eux de maintenant de se battre contre le pays qui est en question. J'ai déjà dépassé ce niveau-là. Ce qui m'est arrivé dans le passé ne peut plus m'arriver demain. Je fais ce que Mandela a dit. Dans toute chose, je ne perds jamais. Je gagne ou j'apprends. Okay. Donc, si vous n'êtes pas capable d'apprendre de vos erreurs, donc vous n'avez rien fait dans votre vie. Ok, merci M. Rodriguez. C'est là où je voulais vous amener au Une question, une question, Gafika. Oui, le risque. Le risque. Oui. Ma question pour M. Rodriguez est simple, c'est toujours dans le domaine Je me permets de poser une question avant ta question, s'il te plaît. Comme j'ai déjà pris l'élan, c'est pas mieux que je finisse. Surtout que c'est dans le même. Une de tes anciennes questions, c'est pourquoi je le dis. Dans le même ordre d'idée que Via Africa, c'est pourquoi je veux finir avec en même temps. Ok, d'accord. Dans ce cas, vas-y. Oui. Et, Monsieur Rodriguez, si vous en tant que chef d'entreprise, visionnaire et tout, si vous devriez orienter aujourd'hui un enfant dans ses études universitaires, pour vous, quelles sont les filières porteurs de l'avenir aujourd'hui? Il faut aller dans le sens général